Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va découvrir un fonds immobilier sur une stratégie Value Add. Ensuite, on se posera la question comment opérer une transition ESG d'un patrimoine immobilier. Et enfin, on découvrira la solution d'une fintech qui propose l'assurance de personnes en mode SaaS. La matinale, c'est parti. Et tout de suite, dans la matinale, on va parler fonds immobilier avec notre invité, c'est Sébastien Auré. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes directeur du développement retail chez Blue Invest. Et avec vous, on va découvrir justement Blue Invest qui a décidé de se diversifier sur le marché des CGP. Exactement. Nous avons décidé de nous diversifier sur ce marché des CGP. Blue Invest est une société de gestion de portefeuille qui a été agréée par l'autorité des marchés financiers, qui est créée en 2013 par Raphaël Colombu. Nous sommes présents sur le marché immobilier français et allemand. Et en 2018, le groupe Duval a pris une participation majoritaire dans la société. Donc maintenant, nous faisons partie intégrante du groupe. Qui est beaucoup plus gros, hein, le groupe Duval. Ah, le groupe Duval, c'est très très gros. C'est un groupe de 6000 collaborateurs. C'est un groupe qui est très présent dans le monde de l'immobilier, qui fait du développement, de la promotion, de la restructuration, qui est très présent en région, localement. C'est tout le sujet de nos nouvelles stratégies. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous diversifier sur le marché des CGP en apportant de nouvelles solutions. Voilà, alors justement, de l'institutionnel au CGP, qu'est-ce que vous allez proposer justement à ces conseillers en gestion de patrimoine? Alors, nous avons commencé finalement par une stratégie de fonds, parce qu'on a fait beaucoup d'investment management dans les premières années. On a commencé par une stratégie de fonds avec notre premier fonds qui s'appelle Blue One, qui lui était destiné plutôt aux investisseurs institutionnels, qui est un fonds qui a une stratégie Core Plus et qui est investi totalement en Allemagne et qui a levé un petit peu de sous auprès d'Instit. Et puis, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a souhaité se diversifier et en regardant un petit peu le marché immobilier de ces 24 derniers mois, on a constaté quand même que ça avait quand même pas mal bougé. Et fort de notre réseau national, nous avons décidé d'avoir une stratégie très opportuniste, une stratégie value add. Donc nous avons lancé un FPCI, donc un fonds professionnel de capital investissement. C'est un fonds qui est accessible à partir de 100 000 euros, donc il s'adresse beaucoup plus à la partie wholesale, donc la partie CGP, family office, banque privée, pour des clients un petit peu fortunés. Oui. Très rapidement sur les caractéristiques, on va pouvoir retrouver les avantages du 150 0 BTR pour l'apport cession, on va pouvoir trouver l'exonération d'impôt avec le 163 quinquies B, on va sortir du champ de l'IFI. Donc ce sont tous ces avantages qui vont plaire aux clients investisseurs de cette typologie de clients. Mais surtout, on va apporter une véritable importance capitale sur la stratégie de nos actifs et sur le positionnement. C'est-à-dire qu'on va volontairement aller chercher de la restructuration d'actifs immobiliers dans le centre-ville des grandes villes françaises. Oui. Le but, c'est de les restructurer soit en bureau, soit de faire du changement d'affectation et de faire de l'immobilier géré. Justement, au niveau des actifs, vous en avez un petit peu évoqué, c'est vrai que dans l'immobilier, il y a un peu de tout. En plus, en ce moment, on peut faire son marché. Son marché, il y a des opportunités. C'est quoi? C'est sur des bureaux, des commerces? On va être sur quel type d'actifs? Alors, c'est assez amusant quand vous dites oui, on peut faire son marché, parce que nous, en interne, on se dit qu'il y a vraiment un océan d'opportunités qui arrive à nous, justement, sur ce nouveau marché. L'actif cible, hein, c'est clairement l'immeuble de bureau de centre-ville qui souffre depuis quelques années, qui n'a plus de locataire ou qui est complètement obsolète, qu'on va pouvoir restructurer. Donc, on va vraiment faire attention à la proximité des commerces, à la proximité des transports, d'être vraiment, je sais pas, près d'une gare, près d'un tram ou cette typologie d'accès. Et l'objectif, c'est de le restructurer. Donc, si jamais il y a une vraie demande, on va restructurer en bureau et qui correspond aux nouvelles attentes des utilisateurs, parce qu'aujourd'hui, le bureau est tout sauf mort. Il faut juste qu'il se réinvente. Et puis, en fonction des opportunités, on peut aussi faire un changement d'affectation et le transformer en résidence senior, en résidence étudiante, en résidence de tourisme, en appart-hôtel, en fonction de la demande des utilisateurs. Voilà, le fonds donc s'appelle Blue Value Add.
Hadid. Blue Value Hadid. Donc pour les CGP avec un ticket d'entrée à partir de 100 000 euros. Est-ce qu'il y aura d'autres innovations, d'autres lancements cette année, Sébastien? Alors c'est pour ça que tout à l'heure j'ai un petit peu parlé de Blue One, parce que probablement nous allons lancer un Bluetooth. Alors je ne sais pas si on est les plus forts en marketing, mais peut-être qu'il s'appellera Bluetooth, on verra. Toujours pour les investisseurs qui souhaitent se diversifier sur ce marché allemand et qui veulent bénéficier justement de ce dynamisme sur le marché allemand. Ça sera plutôt un fonds qui sera pour nos partenaires investisseurs institutionnels. Et puis, a priori, on va surtout essayer de faire un bon lancement de Blue Value Added. Voilà, Blue Value Added pour le moment, et puis Bluetooth, ça viendra, un de ces quatre. En tout cas, voilà les ambitions de Blue Invest qui se diversifie donc sur ce marché des conseillers en gestion de patrimoine. Sébastien, merci. Sébastien Auré, je rappelle que vous êtes directeur du développement retail chez Blue Invest, et à très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup, à bientôt. On se pose la question dans la matinale, comment opérer la transition ESG d'un patrimoine immobilier? Cette question, on va la poser à une experte, c'est Sabine Nevers. Bonjour Sabine. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice du développement durable chez Eurial, fraîchement arrivée chez Eurial. Et avec vous, on va parler justement du groupe et de cette FCPI qui vient d'obtenir le label ISR. Mais tout d'abord, voilà, c'est vrai que ce changement, il est assez étonnant. Vous venez pas du tout de ce monde-là. Oui, effectivement, j'ai été directrice adjointe de l'Observatoire de l'immobilier durable pendant 5 ans, Oui. Qui est une structure qui accompagne les entreprises et les acteurs du bâtiment et de l'immobilier dans leur transition écologique en faisant des études, des baromètres et une veille réglementaire très pointue, tant en France qu'en Europe. Voilà, et donc vous avez été recruté par Eurial, notamment. Ce qui vous intéresse, c'est d'apporter vos connaissances pour cet aspect sur la santé, parce qu'il y a une grosse spécificité santé chez Eurial. Oui, exactement. Eurial a été créé en 2013 et a lancé une SCPI Pierre-Val Santé avec une stratégie 100% dédiée sur l'investissement en santé. Donc, c'est-à-dire des cliniques, des EHPAD, du life science, divers typologies d'actifs, mais tous orientés santé. Et puis, c'est un fonds qui a, dès le départ, eu une dimension assez sociétale précurseuse, puisque nous sommes donateurs de l'Institut du cerveau avec une partie des frais de collecte qui lui sont reversés. Alors, on connaît l'ESG pour les fonds financiers, mais comment ça se passe quand on parle de patrimoine immobilier? Voilà, ici, nous sommes sur des actifs tangibles, c'est-à-dire 260 bâtiments de patrimoine pour lesquels il va falloir mener cette transition écologique. Alors concrètement, des bâtiments, eh bien, ce sont d'abord des matériaux qu'il faut savoir choisir judicieusement et optimiser dans leur utilisation. Et puis, lors des chantiers de construction, on a une quantité de déchets qui sont créés et générés qu'il va falloir trier, recycler, retraiter. Et donc, c'est encore un champ environnemental à prendre en compte. Et puis, un bâtiment en exploitation, ce sont des consommations énergétiques. Et ces consommations énergétiques, elles constituent le cœur des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, elles sont au centre de la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut à tout prix diminuer nos consommations énergétiques, soit en optimisant les équipements de ces bâtiments, soit en visant la sobriété de nos usages à chaque fois que c'est possible. Et donc, pour illustrer tous ces principes, on peut par exemple parler du futur hôpital privé de Moselle, sur lequel le groupe a engagé une conception bioclimatique afin de s'assurer que les consommations énergétiques futures soient réduites, sur lequel on a organisé un grand parc qui fera 3,4 hectares. Donc, la biodiversité est à l'honneur aussi dans ce projet. Et puis, nous avons aussi utilisé beaucoup de matériaux bois qui sont beaucoup moins émissifs, par exemple, que du béton. Bien sûr. Dans ESG, il y a le S, le social. Comment on fait, là, justement, comment ça se traduit? Alors voilà, la dimension sociale, elle est très importante d'une façon générale. Elle l'est peut-être encore plus puisque nous parlons d'un patrimoine orienté vers la santé. Donc on est avec des populations qui peuvent être en situation de vulnérabilité du fait de leur grand âge ou de maladie. Et donc c'est indispensable de pouvoir leur assurer un bien-être constant et en progrès permanent. Donc par exemple, à titre d'exemple, on a une clinique à Roussillon qui a mis en œuvre un hôtel hospitalier dans lequel les familles des malades peuvent venir séjourner le temps de l'hospitalisation afin de les accompagner.
On a aussi des micro-crèches, par exemple, qui sont étudiées pour pouvoir les installer dans des EHPAD et des résidences seniors, afin de privilégier ce lien intergénérationnel dont on sait qu'il est fondamental, notamment pour nos seniors. Bien sûr. Pierre Valsanté vient d'ailleurs d'obtenir le label ISR en 2023. Quels sont les enjeux à venir? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors effectivement, l'obtention de ce label l'année dernière est venue refléter la démarche qui est initiée par la SCPI. Mais pour aller plus loin, nous devons effectivement structurer notre démarche, travailler beaucoup sur nos consommations énergétiques et notre donnée, avec cette spécificité quand même que notre note ESG globale, elle est composée et pondérée à 50% des aspects S, donc sociaux. Alors, ce label, il est en amélioration constante et on sait qu'il va être refondu dans sa déclinaison immobilière l'année prochaine. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que on a fait le choix stratégique en 2022 de s'orienter vers des VFA santé. Donc, on a un certain nombre de ventes en l'état futur d'achèvement qui sont en train d'arriver petit à petit. Ces VFA, quelque part, elles viennent répondre aussi à ces questions parce qu'elles permettent de développer des actifs qui soient mieux adaptés aux besoins de nos exploitants et qui répondent aussi aux exigences environnementales en progression continue. Donc aujourd'hui, on a un parc qui pour moitié a moins de 10 ans et 14% de notre parc est en VFA et on a 19 bâtiments qui devront être livrés en 2024. Très bien, on voit en tout cas que l'ESG est en train de se concrétiser réellement dans les sociétés de gestion immobilière. C'est le cas chez Eureal. Merci Sabine Nevers, je rappelle que vous êtes directrice du développement durable chez Eureal et à très bientôt dans la matinale. Merci, à bientôt. Peut-on réinventer l'assurance de personnes en mode SaaS? C'est la question qu'on va poser à notre invité, notre expert tech du jour, Virgile Delport. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes président fondateur de Testamento, une solution, j'allais dire nouvelle, mais pas tant que ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette solution qui est partie, comme son nom l'indique, du testament? Oui, alors en fait, on est une jeune boîte qui a 10 ans, en fait, qui a eu plusieurs vies. La première vie, c'était du B2C, donc on s'adressait au grand public pour réinventer le testament, le rendre accessible à tous, parce qu'on s'est aperçu que c'était un acte qui était important, mais trop peu utilisé. Et puis, quelques années plus tard, à partir de 2018, on a fait un pivot vers le B2B. Et parce que on est devenu éditeur de logiciels parce que des banques assureurs étaient venus nous dire, en fait, votre solution, si nous, on l'appliquait à notre business, on ferait plus d'affaires, on vendrait mieux l'assurance de personnes. Ouais, et notamment les assureurs. Ouais, c'était vraiment les premiers, les premiers. Donc, en fait, les premiers qui sont venus nous voir, c'est des entreprises comme Generali, Malakoff Humanis, Allianz, et qui nous ont dit, en fait, on voudrait mieux traiter nos clients en matière d'assurance de personnes, mais ça passe par éduquer d'abord nos réseaux et aider nos réseaux à mieux vendre ces produits d'assurance de personnes. Et peut-être qu'on va y revenir, mais globalement, on a une offre qui va couvrir le développement de business, mais aussi la gestion des clauses bénéficiaires et bien évidemment de l'anticipation successorale comme à l'origine. Voilà, ils vous ont dit finalement, ces assureurs, on adore votre solution. Tiens, est-ce qu'on peut la twister, l'organiser pour, par exemple, cette fameuse clause bénéficiaire de l'assurance vie? C'est vrai qu'elle est relativement fastidieuse à modifier. Ouais, en fait, il y a des dizaines de millions de clauses bénéficiaires. Et combien sont à jour, en fait? On a plus de 70 millions de clauses. Combien sont à jour? En fait, le problème vient du fait qu'à la base, quand on signe un contrat d'assurance vie, c'est le premier endroit auquel on pense pour la clause bénéficiaire, c'est une clause qui dit « mon conjoint », à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers légaux. Sauf que notre société n'est plus tout à fait la même qu'il y a 50 ans. Et donc, la clause bénéficiaire standard ne correspond plus du tout aux attentes des clients. Il faut réinventer ça. Et donc, nous, on a déployé un dispositif qui permet d'intégrer dans le parcours de souscription des assureurs un module qui va gérer la clause bénéficiaire, qui va permettre de la saisir soit avec son client, soit en self-care. Et on a déployé ça en assurance vie, mais aussi en prévoyance individuelle et collective. Voilà. Et aujourd'hui, avec qui vous travaillez finalement? Toujours avec les assureurs? Oui, alors c'était la première vague de notre pivot, c'est des assureurs. Ensuite, il y a des courtiers qui ont commencé à s'intéresser à Testamento. On bosse par exemple avec un grand courtier qui s'appelle E.ON. Et puis, le dernier en date, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est qu'il y a des demandes de petites structures qui nous disaient « Votre solution, je la connais, j'en ai entendu parler. Est-ce que je peux l'utiliser chez moi ?» Et en fait, c'était pas du tout adapté à la base pour nous, parce qu'en fait, des gros frais de mise en place, des gros frais de run. On a compacté, on a compilé une solution l'année dernière avec quelques courtiers et CGP.
Et en fait, cette offre, elle s'appelle Testamento Pilot, et maintenant, elle est sur le marché depuis quelques semaines. Voilà, donc elle est accessible de manière relativement simple, en mode SaaS, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais elle équipe quand même des sociétés assez récentes, mais assez connues. Oui, en fait, c'est vrai que la solution, on l'a co-construite avec le marché. Et donc, on a eu une quinzaine de candidats à nous accompagner là-dessus. Et puis, parmi ceux qui ont plus contribué, je pense à Bonjour Patrimoine, qui a lancé récemment HYLO, HYLO.io. Je pense aussi à mon partenaire Patrimoine, qui est un nouvel acteur dans le secteur. Et puis, un réseau de courtage qui s'est lancé il y a une année, qui s'appelle Optimi, et qui est vraiment en phase de déploiement très, très rapide. Oui, on parle beaucoup, Virgile, d'intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que votre solution en contient ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Alors nous, on parle d'algorithmie poussée déjà depuis près de 10 ans. Donc pour moi, l'IA et l'algorithmie, de toute façon, il faut de l'algorithmie pour faire de l'IA. Nous, on se sert de l'IA en interne pour améliorer notre productivité. On n'a pas encore intégré des modules qui permettent de faire notamment de l'IA générative, qui est le buzzword du moment, dans nos outils, parce qu'en fait, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, on ne va pas vouloir générer des contenus qui pourraient être faux, donc on part sur de l'exactitude avant tout. Ouais. Un exemple sur, par exemple, les droits de succession. Oui, alors si on reprend justement Pilot, l'offre à destination des CGP et courtiers, en fait, on a un parcours qui va permettre de saisir la typologie de patrimoine du client, sa situation personnelle, en quelques minutes et non pas en une heure. Oui. Donc, quelques questions. Et sur justement précisément les droits de succession, si le client a des droits de succession élevés, donc le calcul va se faire automatiquement. Et puis, le client ensuite peut dire, si c'est une préoccupation pour moi, il y a des gens qui ne s'inquiètent pas d'avoir 100 000 euros de droits de succession, mais si ça les inquiète, on peut aller travailler la solution et typiquement déplacer une partie des avoirs dans une assurance vie pour réduire le frottement fiscal. Voilà, on a le problème et la solution finalement tout en un. Voilà pour la solution Testamento. On sent que les grands acteurs donc à bien se tenir avec cette nouvelle solution donc en mode SaaS pour l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine. Merci, Virgile Delporte. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Testamento et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.